c'est hyper dur parce que là ils sont en train d'étendre un foyer qui est là-bas, il y en a un autre qui prend ici, un autre qui prend là-bas. Prenez le tuyau les gars. Là on est vraiment sur le front, il y a des fumerolles juste ici, on voit les flammes derrière. Vous voyez les agriculteurs, tous les artisans qui viennent pour aider les pompiers. On va se pincer quelque part, on n'a plus d'eau. J'arrive. Les hectares de forêt, les animaux, tout ça, tout a brûlé. On a de l'eau ou pas, cacahuète? Oui, tiens, voilà. Non, mais au camion, au camion. Les patients les plus graves arrivent là-bas et sortent ici dès qu'on a une place pour eux. Je n'ai aucune nouvelle de la maison. Papa, je suis en vie pour le moment. Il y a des quartiers qui sont tout simplement disparus, où toutes les maisons ont été ravagées par les flammes, se sont effondrées. Aujourd'hui pour Brut, je me dirige vers la Gironde pour suivre les incendies qui touchent la région depuis 3 jours maintenant. Et là je suis à Poitiers, à plus de 200 km encore de Bordeaux, et il y a déjà de la fumée en fait partout dans le ciel. C'est assez effrayant, j'imagine même pas quand on va arriver dans la ville. Mais le 24 juillet, le train est quasiment vide. Normalement à cette période de l'année, c'est plein de vacanciers. Il n'y a personne au wagon-bar, ça montre quand même l'ampleur de la situation dans le sud-ouest de la France. Ça sent fort la fumée déjà à l'intérieur. Il y a pas mal de monde qui attend. Il y a pas mal de trains qui ont été annulés. Il y a beaucoup de retard aussi là depuis 3 jours. Donc je pense qu'il y en a qui essaient juste de rentrer chez eux et d'autres qui n'y arrivent pas. Là, on vient d'arriver à Bordeaux, là on voit le ciel, il est chargé, il y a vraiment beaucoup de fumée. Il y a pas mal de personnes qui ont des masques FFP2, c'est assez spécial. Même le soleil est caché en fait derrière la fumée, on a du mal à le distinguer. Là, je vais rejoindre du coup les centres où les personnes ont été évacuées et après je vais essayer d'aller au plus près justement des fronts. Là, je suis en route vers le parc des expositions avec Cédou qui est chauffeur de taxi. Il a été réquisitionné ce matin justement pour évacuer les personnes. Et là où on va, il y a plusieurs milliers de personnes qui ont été évacuées. Depuis ce matin, il y a eu un petit mouvement de panique. Les taxis de Bordeaux, on a été réquisitionnés par l'office de tourisme de Lacanau, donc pour ramener un peu des gens qui étaient pas véhiculés surtout, des personnes âgées à mobilité réduite. Ambulance, pompiers, ça suffit plus, protection civile non plus. Il y a un manque considérable de moyens aussi, donc forcément on vient en soutien quoi. Ils étaient débordés quoi, les pauvres. C'est un peu chaotique, je vous dirais. J'arrive même pas à faire le point. Mon objectif il se met sur les cendres qui sont sur le pare-brise quoi. Hier soir, quand ils ont annoncé de la pluie, moi je pensais que ça allait être de la pluie, mais au final quand je regardais les dessus de ma voiture et le toit, finalement c'était que des cendres. Bonjour. Bonjour monsieur. À toi. Je suis journaliste, je viens pour filmer du coup dans le parc. C'est au 3. Ok, merci beaucoup. Merci. Ok, il y a beaucoup de monde. Il y a entre 5 et 6 000 personnes actuellement. On va essayer de vous montrer un petit peu comment ça s'organise, d'aller au contact du SAMU, de la sécurité civile, mais aussi des bénévoles. Il y a plus de 200 personnes qui sont ici depuis 2 jours pour essayer d'aider justement les populations évacuées. J'ai une équipe qui part en Z3, donc vous remplacez Limoges. Ok. Là, vous avez tous les patients qui ont été évacués, qui sont pas des patients, c'est pas des blessés, ils sont pas malades, ils ont juste pas de point de chute. Et on essaye de voir avec la mairie, c'est la mairie qui gère, des hôtels, des choses comme ça qu'on essaye de trouver pour eux. Toute la partie là, c'est ce qu'on appelle c'est un des PMA, des patients qui sont relativement autonomes, mais qui par contre viennent d'EHPAD. On a les moyens d'évacuation et pour l'instant on n'a pas toutes les places d'évacuation, donc c'est ça le plus compliqué. De l'autre côté, il y a la Z2 avec des patients qui sont beaucoup plus diminués, des patients parfois grabataires qu'on prend en charge ou des patients qui s'aggravent. Ça fait des heures et des heures qui sont ou sur des brancards qui ne sont pas très confortables
ou sur des chaises roulantes. Ils n'ont pas pu prendre de douche. Les toilettes ne sont pas tout près, donc avec des patients qui ne sont pas autonomes, c'est compliqué. Donc on essaye vraiment de les évacuer rapidement vers des structures adaptées. Vous êtes combien ici du coup à les aider? On doit être une centaine en tout de soignants. On a eu plein de renforts. On a eu des renforts des SAMU limitrophes. Et puis on a beaucoup de personnes qui se sont portées volontaires pour venir nous aider. Des aides-soignantes, des infirmières, du personnel qui a travaillé toute la matinée dans leur service et qui après viennent nous aider. Franchement, il y a une entraide qui est vraiment extraordinaire. On a l'armée aussi qui est venue nous aider. Ça, c'est le deuxième PMA. Les patients les plus graves arrivent là-bas et sortent ici dès qu'on a une place pour eux. J'ai simplement vu des fumées très épaisses et puis des cendres. Enfin, c'était très, très obscur. Le soir à 6 heures, on se croirait en pleine nuit. À l'heure d'évacuation, il y a des amis qui sont venus me chercher. Je n'ai aucune nouvelle de la maison. Ça vous stresse, j'imagine alors. Ben, un petit peu, bien sûr, mais enfin, je suis en vie pour le moment. Tu travailles dans le brut? Ouais. Je regarde tous vos trucs sur... Ah oui. Donc ça sera 2 personnes qui habitent Saint-Médard-en-Jalles à leur domicile qui vont être évacuées sur le Creps à Talence. L'armée est venue en renfort parce qu'il y a une forte contrainte opérationnelle sur le secteur civil et que notre travail aussi, c'est de travailler main dans la main avec le secteur civil. Et il y a le maire de Bordeaux là, qui vient d'arriver pour faire un point presse. Il va justement expliquer un peu la situation et un peu le plan d'action pour les prochains jours. On va essayer d'écouter ce qu'il dit. De soit désormais accompagner les personnes qui sont ici, valises, ne nécessitent pas de soins, vers des solutions d'hébergement et de logement temporaire dans d'autres établissements. Par exemple, ça peut être des chambres d'étudiants, des chambres d'internat. La situation météo, c'est évidemment le point le plus important pour essayer d'anticiper les choses, d'anticiper la progression de ces feux. Et les indices et les éléments que vous nous donnez, Loïc, ils ne sont pas très favorables. On voit qu'il y a quand même beaucoup moins de personnes qu'il y a quelques heures. Une partie d'entre eux a sûrement pu être logée pendant la nuit. Mais voilà, il y a quand même cet énorme hangar là qui est plein. Et c'est assez impressionnant. On va passer, nous, la nuit ici, avec ma famille, qui est derrière moi, on est 3. Et demain matin, on va aller chez une cousine, vers Saint-Denis-de-Pile. J'avais jamais vécu cette situation de ma vie, personnellement, 21 ans. J'ai déjà vu à la télévision, on a déjà vu des gens qui ont eu des incendies, des évacués. Mais quand on le subit, quand on le vit réellement, il y a toujours des inquiétudes, il y a du stress. Moi, j'avais anticipé question papier, portable et tout ça. J'ai commencé à faire mes affaires. Et parce que c'est intenable, hein. À Saint-Médard, c'est pas possible. Entre les cendres, les nuages, on ne pouvait plus respirer. Hein. Quand arrivé à Saint-Médard, j'avais 5 ans, j'en ai 57 cette année. On va prier pour pas que ça dégénère de plus en plus, quoi. On est en train d'organiser une nouvelle zone pour récupérer toutes les personnes qui sont évacuées en ce moment même avec le feu de Biscarrosse. Donc c'est les personnes qui sont évacuées à Cestas, Marcheprime et qui vont arriver. Donc on est en train d'ouvrir cette nouvelle zone. Nous avons reçu jusqu'à 6000 personnes. Actuellement on est sur 3000 personnes, mais là on attend un gros afflux dans la nuit. Donc c'est pour ça qu'on a ouvert ce nouveau hall. Tout le monde qui fuit en gros cette zone-là. On est en train de se rapprocher du coup du front des incendies. On voit vraiment le ciel qui est hyper chargé. On va voir. Après, on va pas se mettre en danger non plus, hein, mais l'atmosphère, elle est jaune. On dirait qu'on est dans un monde jaune. C'est très bizarre. Ah bah regarde-moi ça. Moi, de toute façon, on va se faire arrêter, je pense. Ah, ça me brûle le nez. Là, on arrive vraiment au niveau du front. Il y a un barrage de police juste ici. On ne peut pas aller plus loin pour l'instant. On voit les pompiers qui sont en train de s'activer pour éteindre en fait les flammes. Ils sont en train de mouiller aussi le sol avec l'aide des agriculteurs. Mais là, c'est terrifiant, hein. On voit vraiment en fait les flammes qui sont juste là, avec la fumée qui est très forte et
C'est assez dingue, hein. Surtout quand on voit la carte en fait avec l'ampleur des incendies. Là ce matin on était à 42 000 hectares brûlés, 220 000 personnes évacuées et le bilan est encore en cours. Donc là pour l'instant les journalistes doivent rester à cet endroit-là. Il y a des journalistes de plusieurs pays, là il y a la RTP, c'est un média portugais. Là, j'ai envoyé 4 du 13, 1 du 84 et 2 de la BSPP. Toute la situation est complexe, toute la situation est délicate, défavorable. Et c'est pour cela que les moyens sont conséquents. C'est pour ça que les renforts sont venus en nombre. Pendant ce temps-là, il y a notre collègue Rémi avec les personnes en fait, qui sont en train de lutter toujours activement contre les flammes. Et les images qu'on reçoit au fur et à mesure sont assez terrifiantes. Des citoyens venant des 4 coins de la région, de toutes professions, qui s'unissent ensemble avec un seul objectif, celui d'éviter la propagation de cet incendie. On a des ministres qui ont balancé qu'il y avait les moyens en France et il n'y a pas de moyens en fait. On voit bien que le feu a explosé et que les pompiers sont sous l'eau. Là, on vient de s'arrêter, c'est absolument fou. Il y a l'A63 qui est totalement vide. Normalement, à cette période de l'année, c'est le chassé-croisé des vacances. On voit des images de bouchons sur les chaînes info. C'est glaçant avec ce ciel jaune. Franchement, c'est un paysage d'apocalypse. Les pauvres, j'espère que quelqu'un va venir les chercher parce que là, l'incendie se rapproche vraiment d'ici. Alors là, je suis au niveau de Saint-Médard-en-Jalles. On a rejoint des habitants qui sont en train de remplir en fait cet énorme camion qui est derrière moi avec de l'eau pour pouvoir aller sur le front, aider les pompiers. Il y a un manque de moyens. Aujourd'hui, les pompiers ne suffisent plus. Donc il y a vraiment une mobilisation citoyenne hyper importante avec des habitants. Et là, on va suivre notamment Thierry qui a une entreprise de BTP et qui est venu avec son camion, ses amis et son fils pour justement essayer d'éteindre les incendies. Rester dans le canapé, regarder des infos, c'est pas un truc qui m'intéresse. Donc voilà, j'ai dit pourquoi pas faire un appel de prêt de cuves sur les réseaux sociaux, donc on m'a prêté des cuves. On a décidé de faire tout ça entre copains pour aller arroser les petites fumiroles, les petites fumées. On va faire des rotations. T'es vide, tu vas charger, tu reviens, tu revides. Là on tient le tuyau rempli des cuves. On a combien 8 ou 9 je crois, puis on va essayer de trouver un endroit où on peut aider. Pendant 3 heures on a réussi à sauver un rat et une maison. Les pompiers ont pris le relais après. On est parti se reposer pendant 3 heures, de 18h30 à maintenant, et là on repart pour la nuit, quoi. Voilà, pour essayer de sauver notre forêt. Encore? Parce qu'on éteint ici, ça se rallume là. C'est lunaire le paysage. Si vous nous suivez, vous allez voir. Il y a du monde qui fait comme nous, il y en a beaucoup. Parce qu'on veut sauver notre forêt, puis on veut sauver maximum de maisons. Que ça gagne pas Bordeaux et même Saint-Médard, tout ça. Pas plus tard que ce matin, j'avais envie de pleurer. C'est notre forêt, c'est nos coins cèpes, tout ça. Et là on voit pas trop alors, la journée, c'est horrible, horrible, horrible. Et quand on voit qu'il n'y a pas de Canadair, il n'y a rien. Aujourd'hui, il n'y a même pas vu un Canadair, même pas un hélicoptère, rien du tout. Des promesses et des promesses, et elles sont pas là les promesses. Elles sont pas là. Donc on est au même point que 2022, hein. Je comprends pas. Cette nuit, je vais peut-être pas dormir. Demain, j'ai l'entreprise à gérer. Et les pompiers sont contents de nous voir. Et les pompiers du Calvados, j'ai vu les pompiers de Paris, des Landes, immatriculés 50, Vendée. On est là pour eux, on est là pour les aider, pour que ça se finisse vite, pour qu'ils rentrent chez eux, retrouver leur famille, comme nous on fait tous les soirs. Vous voyez, ça c'est des gens comme nous, avec la remorque. Voilà. Cet après-midi, on a pompé l'eau de la piscine d'un particulier qui nous a donné son autorisation. Là, vous voyez, il y a des gros tracteurs là, qui sont en train de créer un pare-feu. On a le bois, la route et le bois. Et bien là, ils font bois, route et un champ, ils rasent tout le bois sur 50-100 mètres de large pour éviter que quand les pins y tombent, ils traversent la route. Parce que quand les pins prennent feu, les pignes, elles partent. Parce que le problème du feu, même quand il est arrêté, il couvre dans la terre. Parce qu'ici, la terre, c'est... Oh, c'est pas possible. C'est de la tourbe. Donc les racines, elles se consument doucement. Le feu, il est arrêté ici et il ressort 50 mètres plus loin par la racine. Et ça ressort quelque part. C'est pour ça que l'Andiras, ils ont mis 2 ans pour l'arrêter, le feu. Là, on est entre Saint-Médard et le Temple.
Les pompiers sont là-bas et ils ont besoin d'eau. Donc on recharge, nous, les camions des pompiers. Vous voyez là, les fumerolles? On vient éteindre ça. Les petites torches qu'on voit. Et on est en train de perdre Salonné là-bas. Ah bon? Salonné en feu, t'as pas vu à droite tout brûle. Oh putain, c'est pas possible, ça va pas s'arrêter. Ça va pas s'arrêter. On va aller éteindre le petit feu là-bas pour éviter que les peignes s'enflamment. Voilà, c'est des petites mains mais qui servent quand même. Et faites attention là quand vous déroulez, qu'on ne perde pas ça. Ça c'est la tour en sous-sol. Il faut faire un barrage là, faut tout noyer là. Ils sont en train de brancher la pompe. On va aspirer l'eau dans les cuves et on va aller éteindre ça. Là, on est vraiment sur le front, il y a des fumerolles juste ici, on voit les flammes derrière. Il y a vraiment énormément de monde en fait qui est ici pour essayer justement d'éteindre les flammes. Les pompiers sont juste un peu plus loin. Ah, c'est assez cool, là, vous voyez juste derrière moi, donc il y a les citoyens et les pompiers qui travaillent main dans la main pour essayer justement d'éteindre les flammes. À la fois les citoyens aident pour éteindre les fumerolles, mais également pour faire le plein en fait des camions de pompiers qui sont juste derrière. C'est assez fou, il y a vraiment toute la région qui est mobilisée. En fait c'est hyper dur parce que là ils sont en train d'éteindre en fait un foyer qui est là-bas, il y en a un autre qui prend ici, un autre qui prend là-bas. Ça reprend de manière incessante comme expliquait Thierry. Tu peux régler le G, il m'a dit. Non, mais attends, il y a un truc, il y a un réglage à faire. On va au fond là-bas. Prenez au tuyau les gars. Je suis en colère, c'est pas normal. Vous voyez les agriculteurs, tous les artisans qui viennent pour aider les pompiers, c'est honteux, 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 honteux. Mon collègue Rémi Buzy s'est surtout rendu en fait dans le village de Porges qui a totalement brûlé en fait et il reste quasiment rien. C'est vraiment la désolation ici sur place. C'en est même bouleversant quand on arrive à Le Porge en Gironde après le passage de l'incendie. Il y a des quartiers qui sont tout simplement disparus où toutes les maisons ont été ravagées par les flammes, se sont effondrées et on découvre dans un silence qui est très prenant l'étendue des dégâts et c'est même difficile de mettre des mots sur ce que l'on voit ici où tout un quartier de vie, vous aviez des dizaines de familles qui vivaient encore ici il y a quelques jours, ont tout simplement perdu leur lieu de vie, leurs souvenirs, l'endroit pour certains où ils ont grandi et c'est vraiment touchant. En fait, même sur la route, c'est ambiance fantôme, quoi. Là, avec ma collègue Clémentine, on s'est rendu à Saint-Médard-en-Jalles qui a été évacué pendant la nuit. Ici, normalement, il y a plus de 33 000 habitants. On peut voir, il n'y a quasiment plus personne. On a croisé juste quelques personnes qui ont refusé de partir. Mais là, c'est assez fou, hein. La ville est totalement déserte. On est vraiment dans un no man's land. Franchement, j'ai jamais vécu ça. Un truc à ce point-là, c'est flippant, en fait. Ouais. Et là, il y a quelques personnes qui sont en train d'évacuer en dernière minute, qui sont pas parties hier soir. On a évacué dans la nuit de vendredi à samedi. Et vu que ça va durer et que c'est encore pas fermé, je suis venu récupérer des affaires pour pouvoir aller travailler demain. Ok. Et vous avez laissé beaucoup de choses ici? Tout. Dans la ville fantôme, on vient de voir un mec qui est pas du tout dans le même état d'esprit. J'ai fait une petite sortie comme tous les dimanches. C'est pas hyper conseillé. Ce n'est pas conseillé, je vous l'avoue, mais je ne prends pas de risque. Je connais mon circuit, je l'ai étudié. Et je sais par quel chemin dois-je passer. Ceci étant, j'espère que ça va se calmer. Lui, je crois qu'il vit sur une autre planète. Hein. Tout le monde est hyper stressé, en train d'évacuer. Il est en train de faire sa balade à vélo là, au milieu des forêts qui prennent feu. Allez, c'est parti.
On va dans un supermarché dont on nous a signalé qu'il avait été pris d'assaut en mode Covid et qu'il n'y avait plus rien dedans, donc on va aller voir ce qu'il en est. Bah tu vois, quand tu rentres l'adresse du supermarché où on veut aller tourner, ça nous met zone évacuée. Les conditions de circulation peuvent changer instantanément, donc ça nous met une petite alerte sur Waze pour nous dire de pas forcément aller dans ce coin-là, quoi. Tu crois pas ? Là, on vient de croiser un cortège avec une quinzaine de voitures de police. On se demande si c'est pas Emmanuel Macron qui vient d'arriver. On sait qu'il doit venir là dans l'après-midi. Il y a mon collègue Rémi Buzine qui est sur place. On va vous montrer un petit peu ce qui se passe avec lui. Je suis là auprès de vous pour vous dire le soutien de toute la nation. Et la première chose, en le disant, c'est évidemment une pensée pour les deux collègues qui sont tombés il y a quelques jours et que leur famille et vous allez enterrer comme il se doit. Et je veux ici redire le soutien de toute la nation. Là, on arrive au supermarché du Taillan, donc on nous a dit de venir ici parce qu'apparemment c'est un peu la panique. Il y a les gens qui viennent acheter au maximum de packs d'eau et de denrées parce qu'ils ne savent pas combien de temps ça va durer. On se dépêche parce qu'ils sont en train de fermer le supermarché en fait carrément. On voit là, il y a vraiment quasiment plus rien. C'est assez fou. Là, c'est la partie eau. Tous les trucs de base. Et on a croisé aussi des personnes qui viennent en fait acheter énormément de denrées pour les personnes qui ont été évacuées donc, au parc des expositions de Bordeaux. On a un groupe de citoyens du Taillan-Médoc. On s'est mobilisés pour effectuer des collectes de denrées alimentaires et d'eau pour les pompiers et pour les personnes qui ont été évacuées à Bordeaux-Lac. Et là, donc, les personnes, comme on voit aujourd'hui, ont amené depuis ce matin plus de 2 tonnes d'eau en fait, au parc des expos. C'est vraiment énorme. La solidarité a joué son plein. En quelques heures, on a des caddies et des camions complets d'eau et de denrées. Ça a un petit côté apocalyptique, mais bon, on fait ce qu'on peut. Alors là, on vient de revenir à l'hôtel, on a fait un point avec mes collègues Rémi Buzine et Clémentine Rouve. Le feu est pour l'instant stabilisé, il ne progresse plus, et notamment grâce à la pluie. Il faut savoir que pendant la nuit, le feu peut progresser jusqu'à 3 fois plus vite, notamment parce que les canadaires ne peuvent pas voler et les pompiers tournent au ralenti. Le problème, c'est que demain, des températures caniculaires sont annoncées, 34 à 35 degrés à Bordeaux et jusqu'à 40 degrés dans le sud-ouest, et ça risque de faire dégénérer la situation. De prio, c'est essayer de se mettre avec une équipe qui part chercher des animaux, pas de sauvetage aujourd'hui, les gens qui retournent chez eux. Sur ce genre de situation, si t'attends qu'ils t'appellent, t'es toujours battu, donc faut qu'on y aille, on campe pas avec eux. Allez, on le tombe les gars, au sol. Avancez le tuyau. Ce qui est dingue, c'est que là, on a un feu qui n'arrête pas d'avancer, qui avance. Et en parler, il y a très peu de pompiers qui sont sur place, il y a les pompiers de Marseille qui sont là. Mais il y a un sentiment d'impuissance parce que le feu avance à une vitesse énorme, il fait très chaud cet après-midi, 35 degrés à l'ombre. Et c'est compliqué. Par exemple, il y a un feu qui est juste là, et vous en avez un autre, peut-être même encore plus conséquent, qui se trouve là-bas. On doit se pincer quelque part, on n'a plus d'eau. Elle arrive, quoi. Là, en fait, il n'y a plus d'eau, vous êtes obligé de faire avec les moyens du bord. Ouais, attends, ça arrive. Je suis arrivé 10 minutes trop tard, c'est moi qui ai vu le feu. J'ai prévenu, mais 10 minutes trop tard. Ça fait 4 jours qu'on surveille. Hier, on a surveillé toute la journée, c'est parti aujourd'hui, on est dégoûtés. On est des propriétaires qui sont restés pour pouvoir sauver nos familles et puis notre forêt et puis nos habitations. Et vous avez peur Non, on n'a pas peur, mais c'est démoralisant. On y était hier toute la journée. On a continué avec une pelleteuse qui a fait un carré, là, qui a raqué au sol, et on voit que c'est pas suffisant. On est dégoûtés, quoi. J'ai fait le tour avec le 4x4, c'est des hectares de forêt, les animaux, tout ça a brûlé. On a de l'eau ou pas, cacahuète? Oui, tiens, prends-la. Non, mais au camion. Attention qu'ils montent pas dans la cime. À droite, les gars. Non, au-dessus, là. Moi, j'ai 19 ans. J'habite à Biganos et on se sent obligé de venir parce que c'est des forêts où on a grandi, où voilà, ça fait mal au cœur quand ça brûle, quoi. Là, t'es au bout.
Vraiment, les pompiers sont main dans la main avec les citoyens pour éteindre ces incendies. C'est une alliance qui est vitale pour aller lutter contre le feu parce que très régulièrement, les pompiers manquent d'eau, ont des difficultés à accéder sur les points d'incendie qui se développent très vite. On fait ce qu'on peut. Après, malheureusement, on sont complètement impuissants. Puis ça tourne, ça nous encercle, il faut rester vigilant, garder un œil. Après, quoi vous dire de plus? Malheureusement, ça fait 4 jours que c'est le même scénario, donc on sait plus quoi dire. Voilà, les gars. Allô? Allô, oui, bonjour, Florent Thomas, je suis journaliste pour Brutsch avec ma collègue Clémentine. On vous contacte, on a eu votre numéro par Cyril qui nous a dit que vous alliez héberger donc, des personnes donc évacuées de l'âge. Vous savez combien de temps il reste à peu près? Bonjour, moi je suis l'évacuée. Bonjour. Nous on a évacué jeudi soir en urgence, on avait le feu à 300 mètres de chez nous. C'était irrespirable, on est sorti avec des linges de toilette sur le visage. Et à 19h le vendredi soir, on est parti à Blanquefort dans une nuit noire dans la fumée à 60 km/h avec mes parents, chacun dans leur voiture, 80 ans, complètement paniqués. Ça a été extrêmement éprouvant. Et du coup, à chaque fois que vous êtes passé d'hébergement en hébergement, c'était chez des amis ou c'était des gens chez qui on vous envoyait? La famille à chaque fois? C'est ma famille. On va faire notre première séquence à Taillan-Médoc. Il y a une dame qui héberge un couple de retraités chez elle. Donc on va faire ça, là on y est dans 45 minutes. On en a pour une petite heure à tourner, je pense. Et puis ensuite on passe vous voir. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci. Merci. À tout à l'heure. Bonne journée. Merci, à tout à l'heure. Au revoir. Ça va là? Tu peux sortir? Bonjour. Ça va? Ils viennent d'arriver? Ils n'ont pas encore posé leurs affaires, ils n'ont pas déchargé leur voiture. On va peut-être s'installer, boire un coup. Ouais, avec plaisir. Ouais. Oui, parce que je commence à tanguer là, je suis pas... Alors on va aller boire un petit coup. Ouais, parce que là je suis pas bien. Hein. Ouais. Ah ouais, c'est Venez, vrai. allez, venez On va, vous on va installer. pas faire un malaise alors. Ouais, non, c'est pas le moment. Non, c'est pas le moment. Ça va? Vous avez le petit vent là, vous êtes au frais. On a vu les flammes, mais alors gigantesques, c'était énorme. Ah oui, j'avais très peur, hein, très peur. Hein. Non, mais là, faut vous rassurer. Oui, non, mais là, je suis tranquille là, avec vous, ça va, ça. Non. Et en plus, c'est gentil de nous recevoir. Non, hein, parce que... écoutez, c'est normal. Je t'emmène dans ton logement de fortune. Voilà. Ce sont des gens en fait qui ont été évacués de Saint-Médard-en-Jalles et voilà, qui cherchaient en fait un hébergement pour pas dormir au parc des expositions le temps que la situation se calme et revienne à la normale. Entre voisins, c'est normal d'être solidaires entre nous. On peut pas rentrer chez nous pour le moment. C'est fermé, bloqué. Comme nous, on a la chambre de notre fils qui est pas occupée parce que il vit plus là, on s'est dit, nous, pour l'instant, on n'est pas évacués, donc autant que ça serve à quelqu'un. Bien sûr, ça c'est super sympa. Et ça, c'est des provisions que vous avez eues où alors? Ah mais justement là-bas... Au parc des expositions? Au parc des expositions. Ah d'accord, donc vous êtes passé par le parc des expositions. Bien sûr. Vous avez fait les provisions voilà. Et on vous a dit de venir ici voilà. chez nous. T'as de quoi sentir bon, ah oui, parce que alors ça fait 3 ou 4 jours que je peux pas me raser, c'est un peu embêtant. Ça fait combien de temps que vous êtes parti du coup de chez vous? Là, ça fait depuis vendredi matin. Les 4 communes limitrophes sont évacuées, donc ça veut dire qu'il y a quand même un danger. Ici, on a eu du mal à respirer jusqu'à hier, mais du coup, nous, c'est paradoxal, c'est que finalement, nous, on est un peu dans notre cocon privilégié, on est bien installé, on a de la place. Je me suis porté volontaire jusqu'à mi-septembre. Bon, ça va bien se passer cette cohabitation? A priori, voilà. Merci, c'est gentil. Ils sont rassurés, voilà, ils savaient pas trop où est-ce qu'ils arrivaient. Je suis en colère parce que je pense que les moyens sont pas mis au bon endroit. En 2022, il y a tout l'atteste qui a brûlé, la dune du Pilat. On devait mettre les moyens, ah là là, mais on va en tirer les leçons. On en tire les leçons de que dalle. C'est pire. Je veux dire, s'ils n'arrêtent pas le dérèglement climatique, si ceux qui nous dirigent ou je ne sais qui prend les décisions disent « bon bah ok, on continue comme ça », bah dans ce cas-là, il faut préparer les populations.
Soit tu fais quelque chose pour arrêter le truc, soit tu prépares les populations si tu as décidé d'y aller. Mais là, personne n'est prêt. Quand il n'y aura plus de fruits et légumes et quand on ne pourra plus manger, et ben, ceux qui prennent les décisions, ils mangeront des billets de banque. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En fait, quand il y a eu les 2 grosses canicules là, au mois de juin, des amis de ma fille en fait, qui sont étudiants, ils avaient des plus de 40 degrés dans les appartements. En fait, j'ai ouvert l'extérieur de mon jardin avec la piscine pour que ces jeunes ils aient un endroit en fait, pour pouvoir reprendre un peu d'air. Et voilà, on les appelait nos petits réfugiés climatiques. Mais en fait, là, avec Gérard et Marie-Christine, je me dis que en fait, là maintenant, j'en ai des réfugiés climatiques. Des gens qui potentiellement peuvent perdre leur maison. Ça fait peur. Ça va devenir quoi? Enfin, c'est hyper angoissant en fait. Ça va devenir quoi? Alors là, on s'éloigne des incendies, on est en train de prendre la route vers le sud en direction de Landiras où il y a un parc animalier qui sert de refuge. On va essayer de voir un petit peu la situation parce qu'il y a aussi un impact énorme en fait sur les animaux. Là, on arrive sur place, on est en train de se garer. Le contraste est assez saisissant entre la forêt qu'on a filmée pendant plusieurs jours et ici. Ça fait du bien de voir une forêt dans cet état. On est au parc animalier Sud-Gironde, à Landiras. On est dans un refuge où on récupère des animaux abandonnés, issus de saisies judiciaires ou maltraités. Regardez les petits bébés daims, ça vous fait pas craquer? On a vécu ça en 2022, on a retrouvé des animaux carbonisés, c'était limite de savoir quel animal c'était, parce qu'avec la puissance du feu et tout ça, il y a des animaux, on ne va rien retrouver clairement. Les pertes vont être comptées en centaines de milliers d'individus, voire même plus. Il y a des millions de morts, je veux dire, on va parler des insectes, on va parler des batraciens, on va parler des serpents, on va parler des petits mammifères qui vont s'enterrer dans leur terrier, etc. Bon, c'est une catastrophe écologique. Les animaux, ils n'arrivent pas à s'enfuir. On va plus retrouver de cadavres d'animaux que d'animaux blessés. Forcément, ça nous met en colère de voir tout ça, de voir tous ces incendies. Enfin, c'est juste de ne pas avoir les moyens alors que ça aurait pu être prévu depuis longtemps. Enfin, c'est des choses qui... C'est pas « oh là là, c'est arrivé, on ne sait pas quoi faire ». On le savait que ça allait arriver. Et les scientifiques qui travaillent là-dedans, ça fait des années qu'ils nous préviennent là-dessus, ça fait des années qu'ils parlent du réchauffement climatique et ça fait des années que personne ne fait rien, quoi. Par l'expérience qu'on a eue de 2022, nous ici, on sait que les animaux, entre autres les chevreuils, retournent sur le lieu de l'incendie, avec la problématique de se faire brûler les pattes par les cendres chaudes, etc. Il y a un deuxième danger, c'est-à-dire que ces animaux, quand ils sortent du feu, ils vont se confronter à des routes, à des grillages, etc. Et on a beaucoup d'accidents qui sont pour moi des suraccidents en fait, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à sortir des flammes, mais ils vont se jeter dans des grillages, ils vont se faire taper par une bagnole, etc. Autant je m'en occupe. Voilà, juste à tirer coco. Ouais, je m'en occupe et tu donnes à Loane. On se retrouve avec quelques appels, mais vu qu'il y a beaucoup d'associations sur le coup, on essaie de dispatcher un peu tout ça, quoi. Là, c'est Nebo et Major qu'on a récupéré hier suite aux évacuations de Cestas. De l'autre côté, il y a 2 ponnettes qu'on a récupérées chez des gens pour les sortir de la fumée. Ça, c'est les petites poules qu'on a récupérées. Mais oui, mais tu as faim, ça arrive. Oui. Le réchauffement climatique, ça ne va pas en s'arrangeant. De toute façon, ça empire d'année en année. Les zones de rivière, elles sont vides, elles sont asséchées. Les animaux, ils n'ont plus de quoi boire, ils n'ont plus de quoi se nourrir. Ça pourrait... c'est un peu ça tend un petit peu, surtout quand tu travailles ici, quoi. T'es touché beaucoup plus. Là, on est dans le train retour avec Clémentine, on retourne à la rédac pour essayer de vous proposer le format long le plus vite possible. Rémi, lui, reste sur place pour l'instant, il va continuer à nous envoyer des vidéos. Il va être appuyé par un nouveau collègue qui descend, Youen. Aujourd'hui, il se rend notamment à Biscarrosse pour suivre quelqu'un qui a tout perdu avec sa maison qui a été détruite par les flammes. Je m'apprête à rencontrer Mathieu et Nathalie. On est à Biscarrosse, ça faisait 4 ans qu'ils étaient installés dans leur petit paradis, une magnifique maison avec piscine. Dans la nuit de jeudi à vendredi, elle a totalement cramé, totalement pris feu. Ils n'ont pu sauver que leur chien, leur chat et leur téléphone. Donc voilà, ils ont perdu tous leurs souvenirs, ils sont forcément très tristes, mais ils ont voulu témoigner pour Brut. Là, ce que vous voyez là, c'est la partie nuit, en fait, les chambres. Ici, la salle de bain, la chambre de mon fils, Antoine. La maison est partie en moins d'1 heure, en fait. Donc, on n'imagine pas, on n'a pas vu, heureusement, en fait, on n'a pas vu ce qui se passait. Ici, on a le cellier, voilà, où il y avait machine à laver, petit chauffe-eau, aussi ici. Il me manque une partie de notre vie, j'ai plus les photos de mes enfants, j'ai plus les affaires de ma mère qui est décédée il y a peu de temps,
Je n'ai absolument plus rien de personnel. C'était notre petit paradis, notre petit cocon, et il n'y a absolument plus rien. Vers minuit, les gendarmes sont arrivés. Après, on commençait à vraiment plus respirer ici. Comme tout le monde, on a dormi dans nos voitures. Comme on avait une caméra de surveillance, je regardais régulièrement ce qui se passait. Je me disais, les murs sont toujours là, les murs sont toujours là. Et vers 3h30, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de lumière de ce côté là-bas derrière. Et là, je me suis dit, ça va pas, c'est pas normal cette luminosité. Et vers 4h30, notre caméra était hors ligne. Donc, on avait toujours un petit peu espoir en disant, c'est peut-être l'électricité, mais bon, c'est plutôt du déni, quoi, en fait. C'est plutôt, on voulait pas y croire. On a pris 2 t-shirts, 2 shorts. Parce qu'on s'imagine pas au moment où ça se passe, en fait, au moment où vous êtes évacué, on s'imagine jamais qu'on va pas revenir, qu'on ne reviendra jamais. Enfin, c'est inacceptable. On pense aux proches et aux animaux, et puis tout le reste, on se dit c'est que du matériel. C'est qu'après qu'on prend conscience qu'il y a beaucoup de choses qui sont parties. Parce que je gardais de mon grand-père et de mon oncle, voilà, toutes ces choses-là, c'est parti en fumée en fait. Petit coin de terrasse, pergola, pour être un peu au frais sous les arbres justement. Plat de terrasse couverte qui donnait sur la piscine, avec le salon de jardin bien sûr. On voit encore les chaises. Toute une haie végétalisée avec des bananiers. Voilà, les bananiers, c'était magnifique. C'était un petit paradis. On était trop bien. En gros, là, on a compté à peu près 8 maisons là, dans le quartier qui sont parties. Et 0 victime. Ils ont permis un retour suivant les quartiers qui étaient sécurisés. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a pu venir voir. Et là, de nouveau, gros choc, hein, parce que le savoir, c'est une chose. Le voir, c'est... Heureusement, il y a des amis qui sont venus avec nous. On ne sait pas comment va se passer vraiment la suite. C'est étape par étape. C'est un peu au jour le jour pour l'instant. Franchement, sur la commune, ça a été... il y a vraiment, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup de soutien. On nous appelle sans arrêt, on nous propose sans arrêt plein de solutions pour nous habiller, pour nous loger. La mairie, on a été les voir, ils ont été extraordinaires, ils ont mis des cellules de crise en place. Les gens même dont on avait perdu de vue, qui reprennent contact avec nous pour nous apporter tout leur soutien, et ça fait chaud au cœur. On ne s'en rend pas compte, mais je crois que ça c'est le plus important en fait pour tourner la page. C'est l'humain aujourd'hui qui nous fait avancer. Comme vous l'avez entendu, le feu n'est toujours pas fixé, le vent, la sécheresse et les foyers qui couvent sous terre lui permettent de repartir sans cesse. C'est un feu d'une intensité rarement vue en France, on parle de méga feu. On vous tiendra informé sur Brut, j'espère que ce format vous aura permis d'avoir une meilleure vision de ce qui se passe sur place. Je voulais remercier également tous mes collègues, ceux qui étaient avec moi sur le terrain, Clémentine, Rémi et Yoann qui m'a relayé, mais aussi Lorraine, Laura et Pierre qui ont été nos relais depuis la rédac, et Maxime qui a piloté les opérations, Delphine à la prod et bien sûr Amandine au montage. Et j'aimerais finir en ayant une énorme pensée pour les pompiers, le SAMU, la protection civile, tous les citoyens qui luttent sur place, ceux qui luttent tous les jours contre les flammes, hébergent des évacués ou gèrent la logistique. Et si vous aussi vous voulez aider, on vous donne les informations en commentaire et ils en ont plus que jamais besoin.